Bonjour Monsieur Marc Trévidic, merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine qui est en podcast sur Deezer, Spotify et iTunes. Bonjour. Ok, très bien. Bonjour. Merci. Monsieur Marc Trévidic, depuis 1990, vous êtes magistrat. En Oui, 2000, en 2000, vous êtes durant 3 ans procureur antiterroriste. oui, Depuis en 2006, vous avez été nommé juge d'instruction au pôle antiterroriste durant 10 ans. Depuis 2018, vous êtes président de chambre à la Cour d'appel de Versailles exact. et vous êtes auteur aussi de plusieurs livres, dont ce livre, Le roman du terrorisme, édité chez Flammarion, que vraiment j'ai adoré. Je tiens à vous le dire, vraiment, ça a été passionnant et très instructif. On va revenir sur ce très beau livre. Comment on devient juge antiterroriste? Par hasard un peu. Enfin, pas tout à fait. En fait, pour des raisons personnelles, je suis monté de Bretagne à Paris. Mes parents étaient malades, en fait, en Ah, 1997. Et comme je suis arrivé comme substitut au parquet de Paris en 1997, ben, les derniers arrivés, pour peu qu'ils avaient l'expérience de la permanence, allaient à ce qu'on appelait la 8e section, la section des crimes et délits flagrants à Paris. C'était une section où personne ne voulait aller, puisqu'on était de permanence tout le temps. On c'est était ça. si malheureux à faire toute la permanence, toute l'année, de jour comme de nuit, à être réveillé à 2 heures du matin pour aller sur des cadavres, vous voyez, et puis Ouais, ça aussi à va. faire les comparutions immédiates à la 23e chambre jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Donc personne ne voulait y aller. Donc, résultat, quand on arrivait et qu'on était formé à la permanence, on nous mettait là. Donc, j'ai malgré tout réussi, fait mes preuves. Ça a été très compliqué. Et quand le nouveau procureur a supprimé la 8e section, eh ben, il m'a proposé d'aller au parquet antiterroriste. On est D'accord. début de. Pourquoi au parquet antiterroriste? À l'époque, il n'y avait que 4 personnes au parquet antiterroriste. Ah Ça oui. laisse songeur, ils sont 26 au parquet antiterroriste maintenant. Et pourtant, en 2000, il y avait les Corses, les Basques, l'islam radical qui montait de plus en plus. Oui, il y avait l'affaire Khaled Kadkad en 95. Ah oui, alors il y avait des dossiers de 95 qu'il fallait régler, terminer. Et donc, j'ai fait les résultats définitifs de ces dossiers, Saint-Michel, Orsay, Maison-Blanche. Donc, il y avait énormément de boulot. Il y avait des amoncellements de tomes de procédures un peu partout. On était complètement sous-dimensionné à 4, il faut imaginer. ETA et les Corses, ça pétait dans tous les coins. L'islam radical montait, les premières filières Ben Laden montaient aussi, puis va arriver le 11 septembre 2001. Donc, quand j'arrive début 2000, ça ne se pressait pas au portillon, si vous voulez, pour aller faire l'islam radical. Les matières qui étaient en vogue, c'était les Corses et les Basques. Donc, les collègues qui étaient là, les 3 autres, traitaient ça, et personne ne voulait vraiment aller faire l'islam radical, en fait. D'accord. Donc, moi, j'ai dit OK. Je me suis retrouvé chargé de l'islam radical au parquet de Paris, travaillant, si vous voulez, avec les juges d'instruction qui faisaient ça côté instruction, qui étaient Bruguière et Ricard. Ils D'accord. étaient 4 juges d'instruction aussi. Il y avait 4 au parquet et 4 à l'instruction. Comme ça, j'ai fait la connaissance de Bruguière et de Ricard qui faisait l'islam radical avec lui. Et donc, je me suis passionné pour la matière parce que c'est vrai qu'elle est passionnante. C'était en pleine évolution. Il y avait le passé, les GIA algériens, et il y avait l'avenir, les filières Ben Laden. Et à tel point que, 11 septembre 2001, c'est devenu une préoccupation nationale et internationale du jour au lendemain, clairement. Moi, je faisais de l'islam radical, j'étais le seul au parquet de Paris, et tout d'un coup, nous tombe ça sur la tête. Et derrière nous, on a eu des très lourds dossiers, Courneuve, Romainville, des menaces d'attentats chimiques, des choses très, très lourdes, parce que Al-Qaïda était très puissant à l'époque. Donc voilà, alors le problème qui s'est posé, pour être clair, c'est que on était tellement sous-dimensionné à 4 par rapport à l'explosion du contentieux, et moi, faisant l'islam radical tout seul, que c'était tout simplement pas vivable. C'était 100 appels par jour, mais il fallait régler des grosses procédures en attendant, aller sur des procès pendant 3 semaines, un mois, donc c'était tout simplement pas vivable. Donc j'ai décidé de partir en avril 2003, D'accord. puisque c'était fort et que je n'entendais pas bosser 22 heures par jour, si vous voulez, grosso modo. Alors d'ailleurs, quand je suis parti, il y a eu 2 personnes nommées à ma place, puis après ils sont montés en 3-4 mois, ils sont montés à 8. Comme quoi, bon, le message avait été reçu, mais moi, en attendant. Donc je suis parti juge d'instruction financière à Nanterre. Et puis au bout de 2 ans, j'ai voulu avec ma famille qui avait
j'avais des enfants de 3 et 5 ans, partir à La Réunion, une expérience outre-mer. Je n'y suis pas resté longtemps parce qu'au bout de 6 mois, Jean-Louis Bruguère m'a appelé pour aller rejoindre l'instruction antiterroriste. Et il m'a appelé, c'est là que je dis c'est du hasard sans lettres, il m'a appelé parce qu'il bossait avec Jean-François Ricard depuis longtemps et Jean-François Ricard en avait marre et avait décidé de partir en détachement au ministère de la Défense. Du jour au lendemain, Bruguère s'est retrouvé sans acolyte, enfin, surtout sans personne pour faire les interrogatoires pendant qu'il voyageait, pour être clair. Donc du jour au lendemain, il lui fallait quelqu'un clé en main. Et comme il m'avait connu côté parquet, faisant l'islam radical, connaissant la matière, il m'a demandé si je voulais bien. J'ai dit OK, et on m'a rapatrié en métropole en 2006, où je suis devenu juge d'instruction antiterroriste. Ce que je ne savais pas quand je suis arrivé, c'est que lui-même s'en allait, Bruguère, puisqu'il est parti en campagne électorale pour être élu député, ce qui ne sera pas, et il ne sera pas d'ailleurs, mais du coup, j'ai récupéré son cabinet en plus de celui de Ricard. D'où la récupération des dossiers historiques, Copernic, Oui. Voilà l'histoire. Donc, c'est fait de hasard aussi. Mais au départ, je ne suis pas venu à Paris pour faire de l'antiterrorisme. Et vous n'aviez pas particulièrement la culture, entre guillemets, de l'antiterrorisme. Alors, la seule culture que j'avais, c'est que je connaissais très, très bien le Moyen-Orient. Elle était personnelle, la culture. Hein. Le Moyen-Orient, le Maghreb aussi. Pas mal de notions d'arabe aussi, mais bon, et culturel aussi, quelques notions, mais c'était personnel, et il n'en savait rien, le procureur, devrait dire. Et du coup, j'avais un certain goût pour ces cultures-là que j'allais traiter, si vous voulez. Voilà, donc bon. C'est quand même incroyable d'avoir que 4 juges antiterroristes avec l'historique, parce qu'on a tendance à oublier, mais la France est victime de terrorisme depuis des années. Les Carlos, les attentats rue des Rosiers, Copernic. Mais c'est pour ça que les dossiers s'étaient entassés. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il n'y a eu que 4 juges d'instruction antiterroristes et 4 procureurs antiterroristes, si vous voulez. Et les dossiers se sont entassés parce que c'était vraiment pas assez pour traiter toutes ces histoires du terrorisme, effectivement, qu'on commence. Les plus vieux dossiers, c'était les années 70 avec Carlos. Hein. Donc, on avait un sacré stock. Et donc, ça s'est entassé. C'est pour ça, quand je suis arrivé, j'ai eu 30 ans d'histoire d'antiterrorisme, mais les dossiers vivants qu'il fallait instruire. Enfin, vivants, qu'il fallait ressusciter pour les instruire, plus précisément. Mais c'était complètement sous-dimensionné, mais c'était dans l'indifférence générale. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne gênait pas parce que, si vous voulez, personne ne voyait le danger. Le terrorisme était toujours conçu comme quelque chose qui était un peu OK, Pays Basque, de temps en temps, il y a des assassinats par ETA. En Corse, ils s'assassinent entre eux. Alors, il y a eu Erignac, fin 99, pour ce qui est du terrorisme corse, qui a secoué, parce que c'était un préfet de la République. Mais avant, c'était quoi les Corses? C'est des nationalistes qui s'assassinaient entre eux. Grosso modo, alors quelques bombes sur des édifices publics, mais il n'y avait pas de... Voilà. Donc, si vous voulez, ce n'était pas conçu comme une grande menace, et l'islam radical non plus. Le problème algérien était conçu comme un problème politique précis, voilà, comme en 86, la vague d'attentats, 85-86, c'était prévu comme un conflit avec l'Iran, finalement, le Hezbollah, etc. Mais on n'avait pas pressenti que le problème serait un jour intérieur avec la radicalisation de la population, si vous voulez, d'une partie des jeunes. Et donc, ça intéressait très faiblement les politiques, la lutte contre le terrorisme. Oui, il y avait un côté folklorique de l'approche. Oui, c'était politique. Oui, mais folklorique, mais politique. C'est-à-dire que les politiques se passaient du judiciaire totalement. Comment vous dire? On n'a pas envie d'aller chercher, voir ce qui se passe du côté des moines de Tibérine, par exemple, en 96. Qu'est-ce qu'on fait? On classe sans suite. Initialement, le parquet de Paris a classé sans suite. Il n'y a pas eu d'enquête. Il a fallu une plainte de partie civile en 99 devant un juge d'instruction, vous voyez. C'était pareil pour le Rwanda, classé sans suite. Les dossiers qui gênaient, les assassinats au Liban, il y en a eu beaucoup. Un ambassadeur a été tué au Liban, par exemple. Il y a eu 50 militaires dans une caserne qui ont été tués dans les années 80. C'était classé. Il n'y avait pas d'enquête judiciaire. Donc, c'était quelque chose de politique où on actionnait la justice antiterroriste si vraiment on avait envie. Est-ce que, dans le livre, vous en parlez, est-ce que vous pouvez revenir sur la définition de terrorisme? Parce que... c'est très compliqué. Ouais, bon, il y a une définition légale. Alors, je vais la donner, mais je ne vais pas faire un cours de droit. Mais entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Bon, l'idée, c'est que, grosso modo, on veut troubler l'ordre public, casser l'ordre établi pour mettre quelque chose à la place, en utilisant la violence.
c'est une utilisation c'est de la violence politique, si vous voulez, par des gens qui ne peuvent pas politiquement obtenir ce qu'ils veulent sans utiliser la violence. Donc, généralement, c'est l'arme du minoritaire ou l'arme du faible par rapport au fort. Mais bon, ça, une fois qu'on a dit ça, c'est quand même très, très vaste comme domaine potentiellement. Ce qui est certain, c'est que on peut qualifier assez facilement des groupes d'opposants politiques de terroristes. Regardez, ils utilisent la violence, on est légitime, donc ils sont illégitimes, donc ce sont des terroristes. Oui, donc ça va être très lié à la légitimité du pouvoir qui est attaqué par le groupe. Le terrorisme peut être aussi le fait d'un État qui utilise l'arme terroriste contre sa propre population. Donc il n'y a aucune définition internationale, déjà. Donc chaque pays a sa définition. Nous, on a une définition qui est très floue, très vague et qui permet toutes les interprétations. Il faut faire très attention à ça. Vous parlez aussi dans le livre, est-ce que tous les actes de terrorisme ont le même sens? Est-ce que tuer un prof d'histoire a le même sens que de tuer un homme de religion dans un lieu culturel? Est-ce qu'on peut tous les comparer? Parce qu'on a tendance à mettre tout ça sur un terme de terrorisme, mais est-ce que des fois, ce n'est pas simplement un acte criminel individuel? Au début, la définition du terrorisme, qui nous date de 1986, la loi antiterroriste date de 1986, septembre 1986, on a pris une définition qui, entreprise individuelle ou collective, quelque chose de très organisé. Donc pour nous, le terrorisme était quelque chose de très organisé. C'était le summum de la criminalité organisée. Donc ça veut dire que derrière, il y avait un État ou une puissance étrangère, un groupe terroriste structuré qui avait un projet politique, qui utilisait une méthode terroriste au service d'une stratégie. Ce qui fait que si on prend la définition de 86, qui est toujours la nôtre, si on la garde dans sa pureté, la pureté de sa naissance, je vais dire, des actes isolés, pulsionnels, même s'ils ont un fond d'idéologie, ne sont pas terroristes. Et que l'illuminé qui sort avec un couteau le fasse au nom d'une religion ou le fasse au nom de rien du tout parce qu'il n'a pas pris ses cachets le matin, si vous voulez, ça ne change pas grand-chose. Théoriquement, dans ces actes isolés qui ne sont pas commandités, orchestrés par une organisation terroriste, une entreprise terroriste, on n'est plus vraiment dans la définition du terrorisme. Mais aujourd'hui, on admet que c'est terroriste parce que ça se rattache à une idéologie elle-même qui est prônée par des groupes terroristes. Donc, c'est un peu de l'emprunt d'idéologie qui fait qu'on a accentué la définition. Ceci dit, en droit pénal notamment, on a vu beaucoup de définitions qui ont évolué au fil du temps. Le vol d'électricité n'était pas concevable quand l'électricité n'existait pas. C'est assez immatériel, vous voyez. Plus tard, on l'a admis, le vol d'électricité, alors que la définition du vol n'avait pas changé. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on introduit des actes isolés dans le terrorisme par facilité, par mode. On rassure la population aussi? Pour rassurer la population, pour dire c'est grave, voyez, on va prendre toutes les mesures, pour aussi utiliser des moyens juridiques plus importants. Le bloc antiterroriste, c'est des investigations plus poussées, des gardes à vue plus longues, des moyens plus importants qu'on qualifie de terrorisme. Il ne faut pas oublier. Mais ça a sa limite, il faut faire attention, parce que si on galvaude trop le mot, si on prend tout en terrorisme, après, plus rien n'est terroriste quelque part. Nous, à Dijon, on a eu ce fameux individu qui a renversé des personnes dans les rues, et il y a eu le débat pendant un moment de qualifier ou pas de qualifier cet acte de terrorisme. Au début, tout le monde se dit que ça doit être terroriste, quelqu'un qui veut tuer d'autres personnes comme ça. Mais non, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui tuaient sans raison idéologique particulière, sans être attachés à un groupe. Donc, il faut faire très attention de ne pas tout prendre en terrorisme, c'est sûr. Comment vous est venue l'idée de ce livre et d'en parler en tant que terrorisme c'est un peu une astuce littéraire à la base, parce que je trouvais justement qu'on galvaudait un peu trop le mot terrorisme, que tout le monde parlait de ça aujourd'hui. Enfin, au début, l'idée générale est de se dire tout le monde parle de terrorisme à tort et à travers, il faut être clair. Donc, il serait temps que lui-même prenne la parole pour se défendre quelque part, pour rétablir des choses. Et je trouvais ça marrant parce que, évidemment, c'est très difficile. Il faut faire attention pour arriver à prendre quand même de la distance, pour ne pas faire de l'apologie du terrorisme, pour prétexte qu'on lui donne la parole. Ce n'est pas le cas. Mais, voilà. Parce que justement, lui, avec ironie, va pointer nos défauts.
Mm. Il va dire, regardez, vous croyez lutter contre moi quand vous voulez faire des centres de rétention administrative, des mesures discriminatoires, des Guantanamo, quand vous voulez droner. Au contraire, vous me consolidez. Et donc, on se rejoint là-dessus, parce que c'est mon avis aussi. Mais Oui, lui, il le dit avec ironie, il se moque de nous. Et moi, derrière, ça me fait passer le message, mais il a raison. Euh, Lui, il se moque de nous, mais moi, je vous dis franchement, effectivement, objectivement, on consolide. Donc, ça a fait de faire un double jeu, hein, je dirais, de cette façon-là. Mais comment m'est venue l'idée? Comment viennent les idées? Le matin vers 5 heures, en vous rasant. généralement, vers 5 heures du matin, dans la fin de sommeil, 5-6 heures, c'est comme ça que viennent les idées. Et après, une fois que vous avez l'idée, le vrai problème, c'est qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'il faut Mm. l'écrire. Alors, en tout cas, c'est très bien écrit. Euh, Est-ce que, effectivement, c'est pas l'apologie, il y a, euh, et un moment où et vous en faites référence Oui. là, c'est que plus on met de pression sur des populations et plus ils peuvent se radicaliser. Est-ce qu'aujourd'hui, si on peut parler d'actualité, si vous êtes d'accord, est-ce que la loi anti-séparatisme, c'est une stigmatisation pour vous ou juridiquement, vous en aviez besoin? Bon, alors d'abord, il y a différentes choses dedans, hein. C'est quand même difficile de faire Alors, c'est pas une stigmatisation de l'islam, je trouve, cette loi, hein, pour l'avoir décortiquée, je ne pense pas. Effectivement, c'est une loi qui a vocation à s'attaquer non pas aux musulmans, mais vraiment à la branche la plus radicale de l'islam, et notamment à tout ce qui permet à des individus de se soustraire des règles de la société française, tout simplement. Donc moi, les versants qui me plaisent, qui m'intéressent, c'est essayer de lutter contre tout ce qui est justement école coranique sous la table, j'allais dire, occulte, enseignement. Alors voilà, maintenant il faut faire attention, parce que le problème du terrorisme, dans les mesures qu'on prend, c'est que généralement ça embête plein de gens qui sont tout à fait hors de ça, si vous voulez. Mm. Les gens qui veulent scolariser à domicile leur enfant ne doivent pas être embêtés sous prétexte qu'il y a une catégorie de la population qui ne rêve que d'en faire des petits moudjahidines, si vous voulez. Et donc, il faut faire très attention. C'est de la même façon qu'on est tous embêtés à enlever nos chaussures quand on prend un avion à cause de la tentative d'attentat à Richard Reid voilà, en 2001-2002. Sur le Paris-Miami, si vous voulez. Les gens oublient, mais après, les règles restent. On ne sait même plus pourquoi elles avaient été mises en place au début. Hein. Bon, voilà. Bon, et donc, ça, il faut faire attention. Il y a des choses qui, dans l'ensemble, c'est pas mal, mais il y a un problème de fond quand même. C'est qu'on pense qu'on lutte aujourd'hui contre la radicalisation, l'islam radical, l'islamisme, par des lois franco-françaises. Mm. Qu'on va prendre un plan de radicalisation en France et que ça aura le moindre impact. Je précise que l'impact est infime. L'islamisme, enfin, l'islam radical est à l'échelle de la planète, a été boosté par des États, avec de l'argent, du pétrodollar, et depuis 30 ans. Et donc, ce n'est pas avec des lois franco-françaises qu'on va lutter dans une société ouverte. La mondialisation, elle existe aussi pour l'idéologie, avec le plan de radicalisation, ceci, cela. C'est complètement inopérant. Il faudrait au moins quelque chose à l'échelle européenne. Quand je dis au moins, c'est au moins. Donc voilà, je pense que simplement, on parle beaucoup de ça, mais l'impact, l'importance est infime. Et vous parlez de l'Europe, est-ce qu'il y a des coopérations efficaces? Parce que j'imagine qu'on se donne des informations, mais est-ce que c'est vraiment efficace au niveau européen aujourd'hui? Mais attention, la coopération s'est beaucoup améliorée sur la lutte antiterroriste. Mm. C'est-à-dire les services de renseignement, le judiciaire, c'est d'accord, j'ai bien vu l'évolution, mais sur les plans de radicalisation, justement, pour ce qui est de lutter contre la cause, contre l'idéologie elle-même, Mm. il n'y a aucun accord quelconque. Mm. Il n'y a rien. Ouais. Les pays en Europe ont des visions diamétralement opposées. Il y a des pays très communautaires, au contraire. On Mm. sait bien avec le modèle anglais, hein, qui est Anglais, que ouais. les communautés peuvent vivre entre eux, ils peuvent très bien, à la limite presque, faire de la charia sans que s'ils ne nous embêtent pas trop au niveau civil, les mariages, etc. C'est à peu près ça. Et donc, il y a des pays qui sont très séparatistes, au contraire, enfin laïques comme nous, qui consistent à dire la religion de côté, il n'y a qu'une seule loi, la loi de la République. Donc, on n'a pas du tout la même façon d'appréhender les choses. On l'a bien vu sur le voile. Il n'y a pas un pays européen qui fait pareil. Les problèmes de caricature, de blasphème, les lois sur le blasphème. Les lois sur le blasphème, il y a des pays en Europe qui répriment le blasphème Mm. pénalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sur vraiment tout ce fond-là, puisqu'on parlait de la loi sur la radicalisation, il n'y a absolument pas d'Europe. Ça n'existe pas.
Il n'y a pas de directive européenne qui gère ce truc. Ils gèrent le problème des fromages ou du taux vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas Ouais. ce genre de choses. Et on est tous victimes du terrorisme, quels que soient les concepts politiques Ouais. et l'idéologie politique et démocratie, quoi. Mais d'abord les musulmans, hein, très Oui, oui. franchement. Parce Oui, qu'ils oui. sont d'abord les musulmans modérés qui ont envie de vivre tranquillement dans leur pays. Ils sont montrés du doigt. Alors, ils sont considérés comme des mécréants par les musulmans plus durs, les islamistes, et ils sont considérés comme des terroristes par les gens qui considèrent tous les musulmans sont les terroristes, si vous voulez. Donc, ils sont vilipendés des deux côtés. Dedans, vous avez quelques portraits de personnes et il y a le portrait de deux garçons bretons Ouais. qui sont partis, un musulman, un non musulman. Ouais. Ils vivent un cauchemar. Est-ce que vous avez compris au bout de toutes ces expériences pourquoi ces gens partent? Hmm. Bon, d'abord, il faut bien se dire qu'il y a eu les motivations sont différentes selon les gens. Il y a des catégories. Hmm. Bon, il y a les personnes qui étaient déjà très radicalisées bien Oui, avant et qui ont profité de l'occasion. Il y a ceux qui ont suivi un peu la mode, qui étaient très peu radicalisés, mais ça a été la mode à un moment donné. Les copains de banlieue partaient, voilà. Et puis il y a ceux qui l'ont fait par opportunisme, c'est-à-dire leur vie, ils l'estimaient nulle. Ils avaient une certaine haine de la France. Ils estimaient qu'ils étaient brimés, pas reconnus, et ils se sont dit c'est l'occasion de faire une nouvelle vie et avoir du pouvoir quelque part. Il y a aussi des criminels de droit commun, des espèces de psychopathes qui se sont dit bah, là-bas, on peut violer et tuer qui on veut, ça va être génial. Il y a toute cette. Voilà, c'est très bizarre. Et puis, il y a des jeunes, très jeunes, des gamines notamment de 15-16 ans, c'est hmm. l'idéologie, mais l'idéologie humanitaire, littéralement, qui les a fait aller là-bas en se disant on va soigner les blessés. Enfin, des trucs pas possibles, quoi. Donc, c'est un mélange, et on n'avait jamais vu un mélange pareil, en fait. Avant, le djihad, ça s'adressait plus à des gens vraiment radicalisés qui passaient par Londres, puis après ils envoyaient dans les camps en Afghanistan. Moi, j'ai connu ça au début en 2000, les filières afghanes. Donc, ça mettait 1 an et demi. Ils devenaient des espèces d'agents secrets qu'on remettait en Europe. Vous voyez. Donc, ils étaient triés sur le volet. Mais l'État islamique a accueilli tout le monde, tout et n'importe quoi. C'était open bar, n'importe qui pouvait y aller. Donc, ça a entraîné, évidemment. Et puis, non seulement n'importe qui voulait y aller, mais c'était facile. 230 € pour aller en Turquie. Hmm. Pour 230 €, vous changez de vie, vous laissez tous vos emmerdements et vous devenez quelqu'un là-bas, vous êtes payé, logé, parce que c'était ça au début, hein, quand ils avaient plein de sous. Hein, quand ils avaient le pétrole, l'argent de Mossoul, etc. Il y a eu c'est un attrait très important. Oui, ça me trouble vraiment, ça m'interroge de comment des jeunes filles de 15-16 ans, euh, sans apport, sans intérêt idéologique ou même religieux, ils partent d'un seul coup faire la guerre au milieu des bombes. Oui, enfin, faire la guerre. En fait, elles font pas la guerre, hein, très concrètement, la plupart d'entre elles. Hein. Elles sont venues servir d'épouses et faire la cuisine, etc. Il y en a beaucoup qui ont pensé, dans une vision assez romantique du djihad, elles se faisaient prendre en photo sur leur page Facebook avec une Kalachnikov, mais en plastique avant de partir, et elles n'avaient pas une Kalachnikov à l'arrivée. Donc, ça a été, elles ont servi vraiment voilà, d'épouses à plusieurs moudjahidines, d'ailleurs, au fil des morts. Et à faire des enfants. Donc, mais par contre, elles ont romantisé le truc parce qu'on leur a vendu comme ça sur les réseaux sociaux, parce qu'elles étaient en contact sur Facebook avec un fiancé djihad, j'allais dire, à Raqqa, qui leur vantait le produit, qui leur dit là-bas, tu vas pouvoir appliquer normalement ta religion, c'est super, on est libre de vivre dans le véritable islam, des choses comme ça, sans faire voir. À titre personnel, j'ai un groupe Facebook lié à l'université et pendant ces périodes-là, je voyais des profils arriver sur les groupes Facebook, mais extrêmement bizarres. Et on Ouais, voyait. oui, bah, c'était une espèce d'explosion du Facebook et puis du racolage hein, sur Facebook, pas Oui, mal. oui. Voilà, mais bon, bah, après, ça reste un grand mystère, hein, mais vous savez ce que c'est une gamine de 15-16 ans? Ben, moi, j'en avais jamais vu jusqu'à présent dans mon bureau de juge antiterroriste et j'en ai vu arriver. Ouais. Je ne pas à ça, puisqu'on n'avait jamais de mineurs, nous. On n'avait jamais de mineurs. Oui, c'était Ouais, des on n'avait pas de adultes. mineurs. Ouais, c'était des adultes et des hommes. Et Hmm. maintenant, on voit arriver non seulement des gamins, mais en plus même des filles. Donc, c'était.
un peu À, à- dur. à travers les siècles, est-ce que, parce que c'est ça que vous traitez hein, dans le livre, est-ce que vous avez vu une évolution de l'idéologie du terrorisme, en fait? Ah, bah, alors là, c'est quand même assez. C'est difficile parce que si on parle du terrorisme religieux ou du terrorisme séparatiste ou autonomiste. Bon, j'allais dire en tout cas que le terrorisme a d'abord été conçu quand même comme une méthode terroriste, donc utilisée par des gens relativement intelligents et avec vraiment un projet politique. Alors, ça peut être, la plupart du temps, ça a été des projets politiques d'ordre autonomiste, nationaliste. Cette méthode a été utilisée par tous ceux qui voulaient conquérir leur indépendance, par exemple, qui voulaient devenir autonomes, enfin, d'une manière générale. Hein. On a eu, après la grande période de terrorisme d'État, donc qui était pensée aussi, même si les exécutants pouvaient avoir une idéologie, pas tout ce qui tournait autour de l'idéologie marxiste-léniniste, hein, tout le terrorisme rouge, Les toutes brigades les rouges. grandes années, bien sûr, comme l'action directe pour nous. Hmm. Tout ça, il y avait des exécutants qui étaient soi-disant des convaincus, mais derrière, il y avait des États, il y avait le bloc soviétique, et il y avait un vrai combat, une vraie guerre asymétrique. Et la troisième époque, ça a été effectivement, c'est celle dans laquelle on vit, du terrorisme fondamentaliste, qui est de moins en moins structuré, qui est de plus en plus détaché à cause de la mondialisation, j'allais dire, d'un groupe et du terrorisme d'État. C'est beaucoup plus éparpillé. La radicalisation a fait que ça s'est étendu un peu partout et qu'on a plus affaire à plein d'individus, de petits groupes qui ne sont pas contrôlés par une centrale, quoi. C'est toujours le problème quand on s'attaque à la tumeur centrale, j'allais dire. Ça fait des métastases, mais du coup, on ne sait plus où ils sont, quoi. Et ce qui sait qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas un état-major. Ça a été utile de taper sur Al-Qaïda, mais en tuant l'état-major, on a fait cette première explosion. Pareil sur l'État islamique. En tuant l'état-major, on a aussi dispersé complètement la menace. Donc c'est assez compliqué. Mais maintenant, sur l'histoire de l'humanité, le terrorisme restera et reste avant tout quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'idéologie, qui est plus de l'ordre de l'outil, de l'instrument. Hmm. Euh, Énormément d'attentats terroristes ont été commis par des États, Hmm. en utilisant en sous-main des groupes par moment, mais généralement par des États. Je veux dire, quand Kadhafi, la Libye, utilise le groupe Abu Nidal pour abattre pour faire exploser des avions, il le fait pour des raisons politiques, absolument pas idéologiques, et il utilise un groupe terroriste parce qu'ils savent faire. Et voilà, bon, c'est un exemple, mais des exemples comme ça, il y en a des Oui, tas. il y a l'exemple de l'attentat au Liban de 83, d'octobre 83, c'est ça? Une Euh, politique. Hein. oui. Mais quand on enlève au Liban en 85 nos otages, Carton, Fontaine, Sera, Kaufmann, c'est purement politique aussi. C'est pas. Faut quand même savoir qu'à l'époque, on devait de l'argent à l'Iran, par exemple. Hmm. Il n'y a pas de secret. Hein. L'Iran d'avant l'ayatollah avait acheté des super étendards à la France, avait payé une bonne partie. On n'avait pas livré parce qu'il y a eu la révolution iranienne entre-temps. Et donc, ils nous demandaient le remboursement ou la livraison. On n'a fait ni l'un ni l'autre. On l'a payé. Je veux dire, voilà. Enfin, bon. Donc, la morale là-dedans, vous savez, c'est aussi compliqué. Est-ce que la différence dans l'évolution du temps, c'est qu'aujourd'hui, il y a un côté suicidaire des terroristes? Ah oui, alors ça, c'est vrai que le côté suicide, enfin kamikaze, est récent dans l'islam radical, hein, puisque on se souvient très bien que dans la campagne de 95, il n'y avait pas de kamikaze. Hmm. Ceux qui ont fait l'attentat à Paris n'étaient pas kamikazes. Donc, c'est vrai que le côté kamikaze est arrivé quand le djihad est devenu à l'échelle planétaire et surtout quand il y a eu des mouvements de recrutement massifs. Quand Al-Qaïda a réussi à avoir un territoire avec les talibans, ils ont pu faire des camps d'entraînement, 20-25 000 personnes sont venues. Quand l'État islamique a réussi aussi à avoir un territoire, Raqqa, Mossoul, etc., ils ont pu faire venir énormément de monde. Ayant énormément de monde, et ben à partir du moment où on a beaucoup de gens, d'ailleurs de profils différents, pas formés, on n'a pas le temps de les former d'ailleurs, on les utilise comme de la chair à canon sous forme kamikaze. Parce qu'on a beaucoup trop de monde, on ne peut pas s'en occuper, on ne peut pas les former, autant les utiliser, y compris les femmes, y compris, etc., par des attentats kamikazes.
Donc, c'est un changement de stratégie. Ça permet aussi d'atteindre des cibles qu'on ne pourrait pas atteindre sans attentat kamikaze. Donc, il y a parfois un côté utilitaire. Il est impossible, on l'a bien vu en Irak. Comment voulez-vous exploser le siège de l'ONU, par exemple, hein, qui avait été le cas de la représentation de l'ONU à Bagdad, sans envoyer voilà, un camion bourré d'explosifs avec quelqu'un au volant, quoi. Donc, la stratégie change et je dirais, on n'est plus dans les espions super formés qui vont faire des attentats en se cachant, en prenant des précautions. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça, puisqu'il y a plein de jeunes qu'on a tellement radicalisés, chauffés à blanc, on leur a promis tellement de choses, y compris le paradis, qu'ils sont prêts à mourir. Profitons-en. C'est très cynique, hein, mais ça, c'est à l'image du monde, il est de plus en plus cynique. Donc, les terroristes aussi, hein. Est-ce qu'il y a une différence entre le terrorisme d'Al-Qaïda et le terrorisme de l'État islamique? Oui. Alors, la naissance des Al-Qaïda, ce sont quand même des intellectuels, des religieux intellectuels, de différents endroits, puisque ça a jamais été une fédération de groupes, hein. Mais même quand on voit la personnalité de Ben Laden, de certains de ses bras droits, ce sont des gens très éduqués, qui ont donc une vision politique à long terme, qui veulent se faire aimer des populations musulmanes, qui donc ne se permettent pas n'importe quoi. Ah, ils peuvent tuer 3000 personnes dans le World Trade Center, ce n'est pas le problème. Mais l'attentat World Trade Center, c'est quelque chose qui rend sympathique vis-à-vis des populations musulmanes paupérisées dans le monde. Ça doit être horrible, mais c'est réel, c'est réel. Quand l'État islamique brûle un pilote jordanien dans son avion, il ne se rend pas sympathique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toujours une limite qui consiste à dire pour Al-Qaïda, on a une vue au long terme, on veut propager l'islam radical, on veut chasser les mécréants des terres, et pour ça, on a besoin d'un soutien de la population. Et donc, ça entraîne de se limiter quand même dans sa façon de se conduire, d'être un peu plus respectueux, un peu plus, hein. Il ne s'agit pas d'exagérer, on parle de terroristes. Mais par exemple, on remarquera dans le Sahel que l'AQMI, il ne tue pas les otages. Ils veulent une rançon. Ils veulent de l'argent. Comme Al-Qaïda a toujours fait, ils veulent l'argent, ils vont attendre longtemps, ils ne veulent pas tuer simplement comme ça. Qu'a fait l'État islamique dès qu'ils avaient les otages? Ils les égorgeaient devant la caméra. On a une brutalité supplémentaire de gens qui ont admis chez eux des gens sans foi ni loi, qui n'avaient pas de dogme religieux profond, un mélange hétéroclite, je vous dis, de criminels de droit commun, comme pas mal de gens qui les ont rejoints là-bas, ce qui fait que ils se retrouvent à gérer ce truc-là. Il y a un fond idéologique dogmatique qui est moins profond, qui est moins pensé, et une disparité voilà, une violence du coup qui est plus importante. Donc il y a une différence, oui. Je dirais que c'est une déliquescence du djihad. C'est une déliquescence du salafisme djihadiste. Voilà. Il y avait une certaine pureté à l'origine qui s'est perdue. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'État islamique, mais est-ce que Al-Qaïda a encore des réseaux, encore actifs? Ce qui est resté après les frappes américaines, après le 11 septembre 2001, petit à petit, ça a été grosso modo, surtout au Yémen, hein, pendant longtemps. L'AQPA restait assez vivante au Yémen, mais là, avec la guerre, les derniers, c'est un souk total, ils sont incapables de faire quoi que ce soit pour l'instant. Donc, il reste le Sahel comme zone possible de renaissance d'Al-Qaïda. Mais enfin, Al-Qaïda, ça veut dire la base en arabe. Donc, ça veut dire que la base au sens zone pakistano-afghane, où là, on accueillait toutes les recrues et tout allait partir de là, a disparu depuis belle lurette. Mais Al-Qaïda reste un concept. Al-Qaïda a toujours été un concept. Ben Laden s'est jamais proclamé calife, contrairement à al-Baghdadi. Pourtant, il avait un aura beaucoup plus important dans la population musulmane. Parce qu'en fait, l'idée simplement, c'était il y a des groupes disparates dans le monde. On n'a pas d'unité parmi les salafistes, en tout cas les musulmans encore moins. Et tant qu'on n'aura pas d'unité, qu'on n'aura pas créé cette unité, ça ne sert à rien de parler de califat, quoi. Aucun sens. Et donc, lui, il a essayé de fédérer des groupes très disparates dans le monde, d'avoir cette espèce d'unité, d'avoir un endroit où les chefs peuvent se rejoindre, les recrues peuvent se former avant d'être réinjectés partout. Il était encore dans une phase d'approche, j'allais dire, pour forger la communauté islamique, la Oumma, et il estimait qu'il n'était pas arrivé à ça.
tout simplement. Alors que l'État islamique s'y est cru tout de suite. On arrive, on est les plus beaux, on tue tout le monde, on applique nos lois à n'importe qui, n'importe comment, les yézidis deviennent des esclaves sexuels, voilà. On fait ce qu'on veut et on proclame le califat comme s'ils étaient arrivés, quoi. Il y a quand même une différence d'intelligence, tout simplement, hein, enfin, de niveau intellectuel, hein, très clair. Dans, dans, après 10 ans d'expérience, euh, vous avez dû quitter, parce que c'est ça, c'est au bout de 10 ans. Et, L'instruction, oui. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il n'y avait pas cette règle. Quand je suis arrivé à l'instruction antiterroriste, venait d'être, 2 ou 3 ans avant, venait d'être votée cette loi qui fait qu'on ne pouvait pas faire plus de 10 ans d'affilée dans une fonction spécialisée. Ceux qui étaient déjà en fonction, comme je suis antiterroriste, pouvaient le rester plus de 10 ans, mais ça s'appliquait aux ceux qui arrivaient. Donc, ça s'est appliqué à moi. quand je vois la culture que vous avez du terrorisme, je trouve regrettable que vous n'y soyez pas resté et c'est quand même Mais dommage. c'est vrai, mais vous êtes sûr que c'est la qualité première qu'on demande à un juge d'instruction antiterroriste, la culture? Ah, Non, mais c'est une vraie question, si vous voulez. Ça veut dire aussi relativiser les choses, ne pas s'embarquer dans des grands trucs, etc. Vous savez, parfois, la lutte antiterroriste est beaucoup plus brutale et beaucoup plus politique que ça. Si vous commencez à dire non, non, mais moi, les rafles, les opérations, là, on fait au coup le cocotier pour arrêter tout et n'importe quoi, etc., je ne mange pas de ce pain-là. En période de crise, ce n'est pas toujours bien vu. Quand on commence à dire mais il n'y a aucun élément à charge contre cette personne, pourquoi bon, pas forcément bien vu. Là, il y a une pression politique très importante sur les magistrats, puisque quand il y a une crise, quand il y a des attentats, il s'agit de leur vendre les gens qu'on a arrêtés et qu'ils acceptent de les prendre. Hein. Hmm. Voilà, on sait ce que ça donne après. Hein. Ça donne généralement des fiascos. Alors qu'on ne voit pas forcément, mais dans tous les procès, même ceux où on ne se rend pas compte, prenez Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, on a quand même 5 personnes qui ont été jugées non terroristes dans cette histoire. Ah oui, ça, j'ai... La qualification terroriste a été abandonnée. on Non, mais vous a ça veut oublié. dire. Non, mais voilà, mais simplement, il faut le dire. Ils ont été jugés dans un procès terroriste avec des terroristes, mais eux, ils avaient fait des infractions de droit commun et il n'y avait pas d'éléments du tout montrant qu'ils étaient au courant du projet terroriste. N'empêche Hmm. qu'ils ont eu le droit à toute l'instruction terroriste, à toute la procédure terroriste, jusqu'au bout, jusqu'à ce que le tribunal dise ah ben non, mais il n'y a pas d'éléments. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y avait pas d'éléments. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on va très facilement vous balancer en terrorisme le moindre gars qui aura prêté sa bagnole à quelqu'un qui va faire une action terroriste derrière, sans même se donner la peine de se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai comme élément qui me prouve qu'il savait qu'avec la voiture, il allait commettre un attentat, par exemple? Oui, c'est de la communication. La com. Mais nous, on est quand même des magistrats, donc il faut faire attention. Vous voyez bien avec Samuel Paty aussi que se pose la question. Hmm. Est-ce que vraiment, quand un petit jeune dit à la sortie d'un lycée, bah, c'est lui mon prof, c'est celui-là, oui, c'est lui qui a présenté des caricatures, est-ce que vous démontrez par là même qui c'est Claude va l'assassiner? Pas sûr, mais je Pas crois sûr, que. pas sûr. Mais c'est pas Oui. grave. Au début, on met en prison, on ne réfléchit pas. Des années plus tard, eh ben, ça sera un peu oublié. On pourra faire le non-lieu ou le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Moi, je suis attaché aux fonctions de juge antiterroriste, c'est-à-dire la capacité de dire non aussi, de ne pas prendre n'importe quoi. Et c'est pour ça que je vous dis, est-ce que la culture est la principale qualité qui est demandée? Bah, il me semble que oui, parce que vous allez avoir le sens, Ouais. l'intuition, de la connaissance des Pour rendre une profils. bonne justice, ouais, pour rendre une bonne justice, c'est une qualité principale. Mais dans l'antiterrorisme, est-ce que c'est ce qui est cherché? Est-ce que la vocation sécuritaire n'est pas plus importante que rendre une bonne justice? Hmm. C'est un vrai débat. Et vous avez des profils tout à fait différents. Des magistrats qui admettent parfaitement que la politique avant tout, la sécurité avant tout, et qu'on oublie un peu qu'on est juge. Et d'autres qui disent non, je ne veux pas oublier que je suis juge. Et c'est un vrai débat. Et chacun annonce ses arguments. Hein. Vous savez très bien qu'il y a parfaitement des gens qui sont capables de dire oui, ben, c'est pas grave. Si éventuellement, si on se trompe pour lui, c'est pas grave. Il vaut mieux, en matière de terrorisme, c'est trop grave. Il vaut mieux éventuellement incarcérer des innocents plutôt que les risquer qu'ils soient dehors et qu'il y ait un mec qui refoute une bombe. Vous voyez, on est parfois dans un petit renversement des principes. On le voit bien avec ceux qui prennent des mesures administratives, c'est-à-dire qui Hmm. prennent même de mettre dans les centres de rétention des gens pour lesquels il n'y a pas de preuves permettant de faire une procédure judiciaire. Oui. Ça vous montre bien que ça peut même aller plus loin.
Donc voilà, donc je vous dis, je ne pense pas que dans la situation où nous sommes, j'ai nécessairement le bon profil. Qu'est-ce que vous avez appris au bout de ce livre sur le terrorisme? Parce que j'imagine qu'il y a une comment dirais-je, Bah, une auto-réflexion sur les profils que ça vous sert avez à ça. rencontrés. Voilà. Ça sert à ça d'écrire un livre, en fait, hein. Hmm. C'est-à-dire que vous avez beau commettre surtout si vous mettez dans la bouche du terrorisme, c'est-à-dire vous faites parler à la première personne, ou c'était de se mettre dans sa tête un peu. Ce que vous apprenez quand même, c'est qu'il y a quand même dans l'histoire du terrorisme beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. C'est tout. Et le terrorisme en dénonce lui-même, hein. Je veux dire, c'est quand on voit ce que les États sont capables de faire, quand on voit qu'on nous parle de guerre, de convention de Genève, quand on voit qu'il n'y a plus aucune guerre qui est propre, plus aucune. Hmm. Plus aucune. Voilà. Il y a, on drone les personnes des villages, des quartiers. Bon, voilà. Alors, n'oublions jamais que le terrorisme, c'est une forme de violence politique pas acceptable, mais qu'elle est quand même beaucoup moins nocive que la plupart des guerres, qui sont remplies de crimes de guerre, qui ne sont jamais que du terrorisme en période de guerre, si vous voulez, c'est à peu près synonyme. Bon, Oui. voilà. Et donc, je relativise tout ça, c'est tout. Je relativise dans une période où le mot terrorisme, c'est l'horreur absolue. Et ben, je me permets de relativiser, de dire non, non, vous savez, c'est pas terrible non plus. Hiroshima, Nagasaki, c'est pas super, hein. Donc, il y a pas mal de choses aussi qu'on peut faire, que des armées régulières peuvent faire, qui sont parfaitement dégueulasses sur les populations civiles, parfaitement illégales. Et pourtant, eh ben, ça n'empêchera pas parfois de temps en temps d'avoir une statue et un nom de rue quelque part, hein. Hmm. Voilà, je relativise beaucoup tout ça. Ouais. En tout cas, merci Marc Trévidic. Merci. Je conseille vraiment ce livre sur le roman du terrorisme. Vraiment très très bon livre. Merci d'avoir accordé ce rendez-vous au Club Lamartine. Merci au Club On en Lamartine. on en avait parlé que vous puissiez venir il y a quelques années au club en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Ce mot bizarre, présentiel, mais j'espère qu'un jour on pourra vous accueillir. Ah, peut-être que le présentiel reviendra à la mode. Ça serait pas mal, En tout cas, effectivement. bah, j'espère. Est-ce que vous avez prévu un autre livre? Il est sorti en fin d'année, celui-ci, hein. Oui, oui. Non, là, pour l'instant, je réfléchis à pas mal de choses. Actuellement, j'ai tendance à faire, si je fais un autre livre, ce ne sera pas sur le terrorisme. J'essaie d'un peu de mélanger parce que voilà, il faut que j'ai envie aussi, si vous voulez, parce que c'est vraiment pendant les loisirs, donc il faut que j'ai vraiment envie. Donc je pense que j'écrirai plutôt un roman classique sur quelque chose qui n'a rien à voir ni avec le terrorisme, avant de me replonger dans cette matière, si vous voulez. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous en France et merci pour ce livre. Merci Merci pour ce beaucoup. rendez-vous. Merci.